Dans le meetup de ce soir, en fait, ça va être deux grandes parties. Une qui va être sur l'introduction de l'affordance, de ce concept dans le design. Et une deuxième partie qui va être en fait vraiment centrée sur donc, l'UX/UI, ce qui est le thème de notre comète. Hein. Donc voilà, les cas applicables, comment on s'en sert, les différentes tendances, etc. Et puis à la fin, vous pourrez poser toutes les questions sans aucun problème. Première partie, on va aborder donc, comme je vous le disais, la définition et enfin, introduire cette notion qui est donc la capacité d'un objet ou d'un système à évoquer son utilisation ou sa fonction. L'affordance, ça apparaît dans les années 70 euh, par un psychologue qui s'appelle Gibson. En fait, de base, l'affordance, elle n'est pas du tout. Le but, c'est pas de répondre aux besoins d'un individu. Au contraire, il dit qu'en fait, on ne perçoit pas le monde extérieur, on est plutôt en permanence en train de construire le monde, de par ce qu'on voit. En fait, pour lui, l'affordance, c'est une interprétation de votre perception visuelle. Donc, l'exemple qu'il reprend, c'est donc là, vous avez une chaise en image. Pour vous, et donc pour un humain, cette chaise, on sait à quoi elle sert. Qu'on souhaite ou non s'asseoir sur une chaise, on sait que c'est une chaise et que ça sert à s'asseoir. Parce que pour un humain, c'est comme ça. On a connu dans le passé beaucoup de chaises. Mais pour un serpent, s'il voit cette chaise-là, lui, il va plutôt s'enrouler autour de la chaise. Et un éléphant, lui, l'éléphant qui est sur la photo, va plutôt se demander à quoi ça sert. Parce qu'il n'en aura jamais vu et surtout, il n'en aura pas l'usage, tellement c'est petit, trop fragile pour lui. Donc, les actions suggérées par un objet vont dépendre de ses caractéristiques, mais aussi de l'environnement dans lequel il s'inscrit et de son contexte. Donc, pour continuer par rapport aux animaux, pour un animal, un petit buisson, pour un petit animal, un buisson, ça va être un endroit où se cacher, mais pour le prédateur, ça va être un obstacle. Voilà, donc en fait, l'affordance, c'est vraiment pour lui juste une manière de percevoir. On va voir que c'est quand même ce qui accompagne bien cette notion, mais ça va surtout changer à partir donc, des années 80 avec Donald Norman qui considère que en fait l'apparence elle est clé pour permettre à l'utilisateur de trouver ce qu'il recherche, de comprendre son fonctionnement et donc du coup d'utiliser l'objet qu'il a en face de lui. Pour lui, ça va être une des bases d'un design réussi. Donc c'est vraiment un point important pour réussir son design, que ce soit sur un site internet ou sur un outil BI. Euh, et donc en fait, comment dire, il va en fait notamment définir l'affordance perçue. Ça veut dire qu'en fait, quand on voit un objet, on va percevoir les actions qui sont réellement possibles avec, mais aussi les actions qui peuvent être perçues comme possibles avec cet objet. Il y a donc deux aspects. C'est-à-dire que par exemple, pour une chaise, on sait qu'on peut s'asseoir, c'est l'action, mais on peut faire aussi d'autres actions avec une chaise. Par exemple, on peut s'en servir comme un petit escabeau pour changer une ampoule. Voilà. Ce qui n'est pas forcément la base de l'utilité de la chaise. Mais il va aussi définir la non-affordance, c'est-à-dire qu'il y a une absence de relation entre le sujet et l'objet. Et donc la non-affordance, c'est le fait de percevoir ce qu'il n'est pas possible de faire avec l'objet. Donc les affordances, elles sont réelles parce qu'elles existent indépendamment de leur perception. En revanche, les affordances perçues dépendent de l'interprétation de l'utilisateur. Euh, et alors pour changer, excusez-moi, je suis portable, c'est pas très pratique pour changer. Voilà. Pour prendre en exemple sur ce qui est l'affordance perceptible, on a cet exemple qui a été fait en premier en Islande. On a fait des passages piétons qui suggèrent un relief pour faire ralentir les voitures. Ici, la perception qu'ont les utilisateurs, c'est on a l'impression que c'est un obstacle et qu'il faut ralentir. Par contre, ce qu'on peut réellement faire, l'affordance réelle, pardon, c'est un passage piéton. Mais l'affordance perçue, ça va être un obstacle. Euh, donc, pour reprendre un exemple là qui est plus sur Internet, par exemple, sur un site, sur la page d'un site Internet, quand vous avez une phrase ou un mot qui est en fait qui a un lien hypertexte, généralement la phrase elle est surlignée, pardon, et voire parfois de couleurs différentes. Nous, en tant qu'utilisateurs qui sommes habitués à Internet, on sait que ça veut dire que c'est un lien qui va nous amener à une autre page. Donc, il y a une affordance simultanément, il y a une affordance perçue et réelle. C'est une phrase, mais il y a aussi un lien qui va nous emmener ailleurs. Mais si le client il ne remarque pas ce lien, par manque d'habitude,
ça ne va pas retirer l'affordance qu'il y a. Elle est bien réelle, mais elle n'est pas perçue. Dans le cas inverse, si le concepteur il souligne une phrase qui va être en exergue et qui donne l'impression que c'est un lien, il va créer une affordance perçue, parce que les gens vont se dire, ah tiens, il y a un lien, ils vont cliquer dessus, mais en fait, il n'y a pas d'affordance. Ce qu'on a appelé du coup une affordance trompeuse ou fantôme, ça dépend. Donc, il faut bien différencier l'affordance perçue, qui c'est ce que vous voyez, vous pensez que ça peut donner lieu à une action, l'affordance réelle, c'est-à-dire est-ce qu'elle permet réellement de faire cette action ou non, et les affordances qui sont trompeuses, qui en fait vous font penser qu'il y a un lien. Donc, c'est résumé ici. Dans la partie en bas à gauche, on a vraiment ce qui voilà, on ne perçoit pas d'action et il n'y a pas d'action à faire. Donc, bah, c'est bien. Ça veut dire que vous avez, enfin, soit c'est mal parce que vous vouliez montrer une action mais personne ne le conçoit et c'est pas possible. C'est plutôt une erreur de conception. Par contre, la partie en haut à gauche, c'est ce qu'on veut éviter normalement. Quand on est un bon designer, un bon UX designer, on veut éviter de faire croire qu'il y a une action, de faire percevoir une action, alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout. Par contre, donc, en haut à droite, bien évidemment, c'est ce qu'on recherche, hein, qui est bien un lien entre ce qu'on perçoit et une action réelle à faire. Et on verra que ce qui est en bas à droite, c'est à la fois normalement à éviter, parce que ça veut dire que les gens ne vont pas le percevoir, mais dans certains cas, ça peut être recherché. On le verra après. Pour l'instant, il faut bien comprendre que les deux, enfin, la bonne case, c'est celle qui est en haut à droite, quand vous cherchez à faire, quand vous cherchez à mettre en place une action. Et ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est à gauche. Ça veut dire que sinon, vous allez rater le sujet. Alors, ensuite, il faut bien discerner les affordances et les contraintes qui structurent notre perception. Donc là, typiquement, les contraintes physiques qui sont liées aux éléments visibles, ou les sémantiques, les culturels, ou les contraintes logiques, tout ça, c'est à prendre en compte lorsque vous allez designer un site pour que les gens comprennent ce que vous voulez leur faire faire, le message que vous voulez faire passer. C'est 4 grandes contraintes à prendre en compte. Voilà. Après, sur des exemples. Alors, l'affordance en UX design. L'objectif de UX designer, c'est de procurer la meilleure expérience possible. Ça, pour ceux qui ont fait les meet-up d'introduction, on l'a vu, on l'a beaucoup expliqué. D'où l'intérêt de prendre en compte cette affordance, qui va être centrale pour bien, une fois que vous avez les besoins, pour bien structurer les outils que vous allez, enfin les produits que vous allez créer, que ce soit encore une fois BI ou sur le web. Le design graphique, il va commencer qu'après avoir analysé donc, les attentes et les besoins de l'utilisateur. Et c'est à partir de ces données que le designer va créer le style adéquat et donner une importance plus ou moins grande aux éléments de l'interface. Et donc, faire en sorte que le message passe bien. Et surtout, c'est que cette affordance qui va être centrale pour bien faire comprendre le message et comprendre l'utilisation de votre produit va être très important pour faire revenir et adopter votre produit à vos utilisateurs. On va prendre un exemple très simple qui est donc là, un premier exemple sur ces deux boutons de LinkedIn, mais ils ont un style très différent chacun. Il y en a un qui est plutôt discret, il y en a un qui est mis en valeur. En fonction du type de population que vous allez avoir comme client ou même en fonction de l'endroit où va se trouver le bouton, il y en a un qui va être meilleur que l'autre. Il n'y a pas là une bonne réponse ou non. Le plus gros va être, par exemple, très intéressant pour des gens qui ne sont pas du tout habitués à l'informatique parce qu'on a vraiment l'impression que ça suggère un bouton, tandis que l'autre est beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus discret. Tout va dépendre. Par exemple, si vous voulez juste, si pour vous c'est, on va dire, anecdotique de mettre LinkedIn, il vaut mieux, par exemple, utiliser celui qui est en haut, parce qu'il est plus discret, que mettre un gros truc qui va attirer l'œil et qui va faire passer à côté votre message principal. Voilà. On est sur deux types de boutons qui vont suggérer des actions plus ou moins différentes, voire des compréhensions différentes. Le rôle des études pour l'UX designer. Un utilisateur inexpérimenté, il aura beaucoup plus de difficultés à se diriger sur une page web. Donc, c'est à la charge du designer de concevoir les affordances les plus explicites pour l'utilisateur cible. Donc, d'où l'importance fondamentale de définir les personas, une étude de terrain, mais aussi des tests utilisateurs qui vont mettre en lumière les véritables usages du produit ou du service par vos utilisateurs cibles. Donc, parfois même, votre affordance, ça va émerger par un détournement de l'usage initial. Donc voilà, c'est d'où l'importance de
d'inscrire cette affordance dans tout le processus UX pour bien percevoir comment créer votre outil optimalement. Donc, en conception UX, l'affordance, elle doit attirer l'attention de l'utilisateur et suggérer la fonction quand vous voyez un élément sur ces actions qui peut donner lieu. Et donc, le designer, il peut faire appel pour cela au sens des utilisateurs, la vue, le son, le toucher. Tous ces éléments-là vont aider à faire passer votre message. Par exemple, il y en a un qui est un très bon exemple là-dessus, ça va être les boutons d'action, ou en anglais, on entend plus souvent parler comme ça, les call to action. Ça, c'est vraiment l'excellence, enfin l'affordance par excellence, que c'est vraiment ce qui vous appelle à faire de l'action, c'est très clair. Pas non plus en abuser. Et c'est un outil qui est stratégique. Là, typiquement, c'est grâce à ce bouton qu'on va faire une demande de devis, contacter l'entreprise, s'inscrire, télécharger un document, etc. Donc, sur ce bouton-là, qui est important, qui va donner lieu à plein d'actions après, c'est important de renforcer son affordance, de renforcer l'intérêt qu'il suscite, mais aussi sa compréhension. Choisir un verbe d'action, utiliser une couleur adaptée, ajouter un élément graphique, créer un effet de relief, tout ça, ce sont autant de moyens que va utiliser les boutons call to action pour vraiment attirer l'attention et faire comprendre que c'est ici que tout se passe. Après, attention, pas non plus tomber dans l'excès. Mettre des boutons et des injonctions à cliquer partout, c'est aussi le meilleur moyen de perdre vos internautes. Il y a notamment, il y a quelques années, une grande entreprise d'assurance, on ne dira pas qui, elle avait fait un site, des pages pour s'inscrire sur une des assurances. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait des boutons partout, et donc en fait, les gens étaient perdus. C'était intéressant parce qu'il y avait une étude une étude d'oculométrie qui a montré bien qu'il y avait tellement de boutons partout qu'en fait, les gens ne savaient pas où appuyer, et du coup, ils étaient perdus, et au lieu de s'inscrire en 10 minutes, ils s'inscrivaient en 40 minutes. Et donc, bon, comme vous le savez, on a plus beaucoup de patience maintenant sur Internet. Donc, 40 minutes, autant vous dire qu'il y a un bon paquet qui avait abandonné avant d'arriver jusqu'au bout. Donc, voilà, il faut y aller aussi avec parcimonie. L'affordance, ça joue un rôle central dans l'augmentation du taux de conversion d'un site web ou d'une application. C'est important de bien maîtriser ça. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir bien utiliser les éléments qui existent déjà, pas réinventer la roue à chaque fois qu'on veut faire un nouveau design. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'innover pour respecter l'affordance? Oui et non. On prend un exemple qui est assez connu avec nos téléphones maintenant. Hein. En soi, Apple avait déjà sorti un iPhone bien avant tout le monde. Sauf que le problème, c'est que c'était beaucoup trop innovant en fait. Et donc personne ne s'en est servi. Il l'avait sorti dans 95, si je ne me trompe pas, et personne ne l'a acheté, ça a fait un flop. Mais par contre, en 2007, ils sont revenus et ils ont réussi à refaire une innovation, et là, les gens ont compris le truc, et c'est d'ailleurs ça qui a supplanté donc, les téléphones avec le clavier. C'est ça qui est devenu en fait la base. Donc, l'affordance, c'est la capacité d'un objet ou d'un système à évoquer son utilisation, à bien faire comprendre comment on s'en servir, et ça va s'inscrire dans nos habitudes et notre culture. C'est les contraintes qu'on a évoquées plus haut dans le monde physique. Et ces contraintes du monde physique, enfin, du monde qui nous entoure, doivent être transposées dans le monde digital. Hein. Il y a aussi des codes qu'on a, par exemple le soulignement d'un lien web, comme je disais auparavant, etc., etc. Donc, si vous me suivez bien, une innovation trop radicale, c'est l'exemple avec Apple, ça va faire une trop grosse rupture, ça va heurter l'approbation de beaucoup d'utilisateurs, les déstabiliser, et donc il va y avoir un rejet. Par contre, un produit bien dosé, hein, c'est un équilibre entre je respecte les contraintes, mais j'apporte un peu d'innovation, ça peut séduire les clients. Et c'est ça qu'il faut viser. Il ne faut pas non plus vouloir trop rompre avec avec le monde actuel, sinon vous les perdez. En même temps, si vous restez trop classique, vous avez aussi le risque de pas, ce qui ne vous rejoigne pas dans votre outil. Mais voilà, il faut trouver le juste milieu. Apple, il a trouvé le juste milieu parce qu'il est revenu plus tard avec des téléphones qui avançaient de plus en plus. Et donc, à ce moment-là, vu que tout le monde était habitué au téléphone portable, ils ont dit, tiens, hop, on ressort ça. C'est ça qui a fait que ça a marché. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'affordance, on va dire, dissimulée, et que ce n'était pas forcément un cas positif.
on a quand même enfin, ça peut être recherché dans certains cas. Le meilleur exemple que je puisse trouver, ça reste quand même Snapchat. Alors Snapchat, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est une application où on fait des photos et vraiment les photos sont que temporaires. Voilà, c'est vraiment une application pour faire des vidéos et des photos et tout reste temporaire. Or, Snapchat, au niveau affordance, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est bien expliqué, les actions, elles sont cachées, c'est le mystère. Pour autant, c'est un excellent exemple d'affordance parce que eux, ils n'ont pas joué sur comment être clair et donc faire des affordances qui sont perçues facilement par l'utilisateur, mais plutôt, ils ont voulu jouer avec les codes de culture des jeunes, donc les adolescents, pour, en fait, quand vous utilisez Snapchat, c'est comme si vous parliez un langage secret. C'est-à-dire, vu que toutes les actions sont cachées, il faut trouver toutes ces fonctionnalités soi-même, ce qui donne l'impression qu'on apprend finalement un code et que donc on devient un expert et que ça évite notamment que les personnes qui ne sont pas très douées sur les réseaux sociaux ou les applications modernes, comme par exemple les parents, ne viennent sur l'application et vous suivent, comme ce qu'on a pu voir sur d'autres applications web. Donc voilà, donc du coup, cet aspect-là, en fait, ça marche, c'est banco, c'est une innovation complète, et en même temps, elle n'est pas complètement en rupture, c'est-à-dire elle est adaptée à la population visée, les adolescents qui sont bien habitués aux applications et qui vont avoir envie d'avoir cette impression qui parlent un code particulier et que seuls eux le comprennent. Voilà. On a aussi, dans l'affordance, il y a une partie émotionnelle. Hein. Lorsque vous allez interagir avec un produit, une interface, le fait de ressentir du plaisir, de l'excitation, une satisfaction, ça va vous donner envie d'explorer et de revenir. C'est pour ça que l'affordance, du coup, c'est important. C'est vraiment une partie centrale qui s'inscrit dans le processus pour garder vos clients. Donc, une bonne affordance, ça consiste à permettre à l'utilisateur de comprendre l'intérêt du produit et la manière dont exploiter les possibilités. Mais pour autant, dans de nombreux cas, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, il faut jouer avec les émotions dans le processus cognitif, mais il faut aussi chercher l'attachement, etc. Il y a tout un enjeu dans le design émotionnel. Ressentir du plaisir, l'excitation, ça va vraiment vous donner envie de revenir. Donc, et en plus, il y a deux éléments indissociables donc, à prendre en compte, que j'ai écrit donc, sur la slide, l'utilisabilité et la perception utilisateur. Notamment, le design émotionnel peut être une piste pour être innovant tout en s'éloignant pas trop des standards actuels. Voilà, parce que l'émotion peut toujours être utilisée de plein de manières. Donc, si on revient sur les deux images qui sont en exemple, c'est la gauche, forcément, elle évoque une émotion. Elle évoque l'émotion de. Attends, en même temps, c'est un dessin qui est un peu animé, donc c'est un peu relaxant. C'est pas totalement stressant, et en même temps, on comprend qu'il faut faire attention. On va appuyer sur un bouton, il y a, y a de la sueur. On comprend bien que ça peut par exemple être mis sur est-ce que vous êtes sûr de vouloir envoyer cette newsletter là. Voilà, il y a une partie du jeu et l'image à côté, un peu qui fait rock and roll, elle donne cette impression bravo, vous avez réussi, vous avez accompli votre tâche. Donc il y a un côté jeu, il y a un côté on joue avec la culture de la musique, etc. Tout ça, ça fait que ça peut plaire et faire revenir vos clients. Et ensuite, dans l'affordance, vous avez deux grandes écoles, deux anciennes grandes écoles. Il y en a une troisième, on la verra après, mais qui est écrit là. Donc vous avez comme première école le skeuomorphisme. Donc le skeuomorphisme, c'est relativement ingénieux. C'est par ça que ça a commencé quand on a inséré le processus d'affordance dans la création des produits digitaux. Ça consiste à imiter artificiellement un objet pour faire comprendre, à l'utilisateur son fonctionnement et son utilité. Donc, on revient dans les téléphones, dans le design téléphone. Le skeuomorphisme a été utilisé énormément par Apple. Là, vous avez un exemple avec le kiosque d'Apple, qui est un skeuomorphisme. On limite ici une librairie. Ça permet à ce que des gens qui ne sont pas très habitués comprennent que là, il y a une étagère et que les DVD qui sont sur mon étagère, eh ben, en fait, si je clique dessus, ça va m'afficher le film et je vais pouvoir le lancer. Comme si moi, dans le monde réel, je prenais un DVD que j'allais mettre dans mon lecteur et regarder un film. Voilà.
C'est vraiment censé, voilà, en fait, c'est parce qu'on transpose le monde réel dans le monde digital, ça va donner du sens et je vais comprendre la fonction de l'outil. Donc, ce type de design, il a deux avantages. Il donne du sens, puisque je le vois directement, je sais à quoi ça correspond, et ça peut émouvoir. C'est un type de design qui est chaleureux et qui a aussi un aspect Madeleine de Proust. Typiquement, on peut avoir une Madeleine de Proust en disant ça me rappelle ma vieille bibliothèque quand j'avais 1000 DVD dedans, et voilà. Voilà, ça va jouer sur des références culturelles, etc. À l'opposé de ça, et là, on va partir avec l'autre concurrent d'Apple, on a le flat design qui a été introduit par Microsoft 8, qu'on appelait l'interface métro. Donc là, c'est vraiment, comment dire, c'est le minimalisme en fait. C'est plat, on n'en cherche plus à faire quelque chose qui imite le monde réel ou qui donne enfin voilà, qui directement, ah je vois un DVD, ça veut dire faut que je clique dessus. Non, non, là c'est simplifié au maximum. Mais avec un minimum d'éléments, on va donner un maximum de sens. Donc les signifiants sont donc moins explicites. Euh, L'avènement du flat design, euh, on l'explique de la manière suivante, c'est au début le public avait besoin de repères parce que c'était tout nouveau. Et puis maintenant que les gens ils connaissent tout ceci, et ben, du coup, on a cherché à minimiser et on s'est dit que le minimalisme il pourrait renforcer l'utilisabilité de nos outils. Un exemple direct, vous allez voir maintenant sur un téléphone, à gauche, vous avez du skeuomorphisme. Donc, on voit qu'il y a un effet relief, grosso modo, on essaie un peu de se rapprocher des éléments qui existent dans ce qui nous entoure, etc. Alors qu'à droite, on a du flat design. On est vraiment sur des éléments qui, bah, déjà, on voit il y a pas un effet de profondeur. On a l'impression directement que les icônes, ils sont collés sur le fond d'écran et pas détachés. Et tout est vraiment simplifié à l'excès. Enfin, presque tout est simplifié à l'excès. Euh, Ce qui est d'ailleurs relativement intéressant, c'est que on a fait une étude en comparant avec les icônes de flat design et skeuomorphisme sur le téléphone. Et à 90%, les gens comprenaient ce que signifiait, enfin, ils se trompaient pas dès la première réponse sur l'action qu'elle est lancée sur le bouton en flat design. Et il n'y avait que 78% de bonnes réponses, dès la première réponse, je veux dire, pour le skeuomorphisme. Du coup, maintenant, le flat design est préféré pour bien faire comprendre les actions qui se cachent derrière tel bouton, telle phrase, etc. Mais on a du coup Google qui est arrivé avec la troisième école, le material design. Le material design, qui s'inspire de la tendance précédente qu'on vient de voir, le flat design, mais il essaie de donner un côté plus vivant. On va avoir un retour de la 3D, on va avoir un retour des petites ombres. Ça va être typiquement quand vous allez utiliser un outil BI et que vous passez sur un petit graphique et quand vous passez dessus, le graphique, il vient, vous savez, il s'avance vers vous. Ça le met en avant. Ou le retour des couleurs quand vous passez sur une liste et que là où est votre souris, la couleur est différente. Voilà, on essaie de donner un peu plus de vie, d'humaniser, etc. Voilà, de donner aussi un petit côté un peu plus jeu par moment. Voilà, c'est vraiment un aspect, on essaie de redonner un peu plus vie et on considère en fait que ce qu'on a sur l'écran, c'est sur nos matériaux et qu'avec les matériaux, on va essayer de construire quelque chose. Il y a tout un code notamment avec ces matériaux, c'est que le carré qui va grossir restera toujours un carré, il y aura toujours les mêmes éléments, c'est-à-dire c'est tout un code qui pourra donner lieu peut-être à un prochain meet-up parce qu'on pourra en parler durant une heure du material design. Et c'est ce qui est utilisé maintenant dans la France avec le flat design, avec Xeco à peu près, hein, même si Tactile et material design prend plus en plus d'espace parce que ça permet justement de redonner un peu plus vie aux interfaces qu'on a. On a le skeuomorphisme qui a pratiquement été remplacé par le flat design. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement l'oublier? Bah oui et non. Parce que dans l'exemple là que je vous montre ici, on voit bien que à gauche c'est du skeuomorphisme, c'est-à-dire on imite un bouton qui doit glisser pour qu'on déverrouille son téléphone, alors qu'à droite c'est très discret, très caché, c'est une petite phrase qui nous dit qu'il faut juste faire glisser son pouce.
pour, grosso modo, je pense, 90% des gens qui sont là, grand minimum, voire plus, je pense que tout le monde sait que pour déverrouiller un téléphone, il faut faire glisser son doigt vers la gauche. Mais pour des gens qui ne sont pas habitués, le skeuomorphisme, il va être beaucoup mieux. Il va être directement, il va les faciliter. Donc, si vous faites une application qui va vers des gens qui ne sont pas du tout habitués aux outils digitaux, il vaut mieux privilégier le skeuomorphisme. Sinon, vous allez les perdre. Et du coup, c'est pas cool. Vous n'allez pas réussir à leur faire acheter et revenir sur votre produit. Euh, voilà. Donc, pour conclure, on a fait le tour donc, de l'affordance et de ses grands principes. L'affordance, c'est quoi? C'est quand on découvre un objet, un produit, un site web, etc. pour la première fois. Une bonne affordance va me permettre de déterminer directement sa fonction et comment l'utiliser. Si au tout début, enfin comment dire, en design, l'affordance, excusez-moi, c'est une invitation à agir de manière appropriée. Ça pourra soit être une affordance perçue par l'utilisateur, mais qui va être incomprise par un autre. D'où l'importance de bien faire attention en faisant des études, en comprenant bien vos clients et en remettant tout ça en contexte pour s'assurer que tout va être compris. Euh, donc c'est un concept voilà qui est très riche, c'est un vrai défi, parce que c'est pas à prendre à la légère, c'est vraiment une réflexion entière dans qu'importe la méthodologie que vous allez utiliser dans un projet, et qui va donc valoriser l'utilisabilité de votre produit et optimiser l'expérience utilisateur, ce qui est le but recherché en UX. À partir de ce moment-là, l'affordance, pour que être sûr que votre outil soit utilisé de tous, une fois que vous avez déterminé quel est le type de population qui va acheter ou utiliser votre produit, vous allez soit vous tourner vers du skeuomorphisme, soit vers du flat design, ou si vous voulez plus de modernité et qu'en plus les gens sont assez habitués à utiliser tous ces outils, aller vers du material design. Voilà. Au revoir!